Montarville. Merci, Madame la Présidente. Dans un premier temps, vous me permettrez de vous signaler que je vais partager mon temps avec mon honorable collègue de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères. Alors, Madame la Présidente, je suis très heureux de prendre la parole au sujet du projet de loi C-14 qui met en œuvre certaines mesures présentées dans l'énoncé économique du 30 novembre dernier, à savoir des ajustements aux prestations pour enfants et à la subvention d'urgence pour le loyer commercial, de même que des dispositions touchant les intérêts sur les prêts étudiants. Il met également certaines dispositions en place pour faciliter l'importation de vaccins étrangers contre la COVID-19. Je me permets ici de formuler quelques commentaires au sujet de certaines des mesures prévues par le projet de loi. Il est normal de vouloir épauler les étudiants en cette période de crise. Il faut cependant rappeler que le Québec dispose de son propre programme de prêts et bourses. Il faut donc s'assurer que les étudiants québécois ne seront pas défavorisés par ces mesures. Deux dispositions de ce projet de loi doivent permettre d'accélérer la distribution au Canada des vaccins anti-COVID fabriqués à l'étranger, mais rien n'est toujours prévu pour faciliter la fabrication locale. Pour cela, il aurait fallu reprendre les modifications à la loi sur les brevets que le gouvernement avait introduites au printemps dernier, mais qu'il a laissé mourir au feuilleton le 30 septembre dernier. Le retard dans la livraison du vaccin de Pfizer et le casse-tête que cela occasionne pour le Québec et les provinces est un exemple flagrant de ce qu'entraîne la trop grande dépendance du Canada en termes d'approvisionnement médicaux. Des investissements de près d'1 milliard de dollars ont été prévus dans la mise à jour économique pour augmenter la production de vaccins au Canada. Il faudra suivre attentivement ce que fera le gouvernement au sujet de ces investissements. On doit assurément déplorer que la mise à jour économique ne prévoit aucune hausse supplémentaire et durable des transferts en santé, considérant que le gouvernement fédéral ne contribue plus aujourd'hui qu'à 22 % des soins de santé, alors qu'il devait assumer la moitié des coûts. En outre, les sommes allouées via ce projet de loi aux soins de longue durée remettent de l'avant la volonté du gouvernement fédéral d'imposer des normes dites nationales. Or, le Québec et les provinces ne sauraient accepter cette intrusion grossière dans leur champ de compétences, alors que le gouvernement fédéral a lamentablement échoué à s'acquitter des siennes pour faire face à la crise sanitaire, qu'on pense au contrôle des frontières ou à l'approvisionnement en vaccins. Ce projet de loi est muet par rapport à d'autres mesures évoquées dans l'énoncé économique du 30 novembre dernier, ce qui laisse nos entreprises dans l'incertitude totale. On pense notamment au programme de crédit pour les secteurs durement touchés. Après un an de pandémie, le fédéral nous envoie le signal qu'il n'est toujours pas prêt à venir en aide au tourisme, à l'hôtellerie, aux arts et à la culture. Il faut également déplorer que le gouvernement fédéral laisse toujours en plan les nouveaux entrepreneurs, dont l'audace est au cœur même de notre système économique, qui ont souvent dû consentir à d'importants sacrifices pour se lancer en affaires et réaliser leurs rêves, et qui sont maintenant confrontés à la perspective déchirante d'une faillite. J'aimerais à cet effet, Madame la Présidente, vous partager et vous faire lecture d'une lettre que 3 jeunes entrepreneurs de ma circonscription ont acheminée avant Noël à la ministre des Finances sans qu'on se soit donné la peine jusqu'à présent de leur donner une réponse. Et je cite. « Chère Madame la ministre des Finances, je m'appelle Joanie Raymond, j'ai 26 ans. Je travaille dans l'industrie de la restauration depuis 8 ans. Il y a 1 an, avec 2 autres personnes, Dominique, 26 ans, et Véronique, 33 ans, après avoir économisé de l'argent et en avoir emprunté à des amis et à la famille, nous avons amassé 250 000 $. Nous avons décidé de poursuivre notre rêve d'ouvrir un restaurant. Nous avons investi 250 000 $ auprès du groupe Barbie's Resto Bar Grill, une chaîne située au Québec, et nous avons commencé à travailler à la construction de notre restaurant dans la ville de Sainte-Julie, au Québec. Notre première date d'ouverture cible était le 1er mars 2020, mais avec quelques petits retards, la date d'ouverture a été déplacée au 27 mars 2020. Malheureusement, avec l'épidémie de COVID-19 en mars 2020, nous n'avons pu ouvrir avant la fin du premier confinement, soit le 22 juin 2020. Nous avons commencé à payer le loyer le 1er mars 2020. Nous avons commencé à avoir une petite masse salariale en mars 2020. Nous avons nos numéros de TPS, TVQ, nous avions notre numéro d'entreprise de l'ARC. Tout était prêt. Sur la base de tous les critères d'éligibilité définis au début de la pandémie, nous n'étions éligibles à aucune subvention au loyer du 15 mars 2020 au 30 septembre 2020. De plus,
Nous n'avons eu droit à aucune subvention salariale du 22 juin au 30 septembre 2020, même si cela a été difficile pour notre restaurant, comme tous les autres restaurants. Nous avons compris que nous n'avions pas de chance et qu'il ne restait qu'à espérer des jours meilleurs pour notre entreprise. Avec le deuxième confinement depuis le 1er octobre 2020, nous ne sommes toujours pas en mesure de recevoir l'aide pour le loyer ou une subvention salariale. La baisse des revenus ne concerne toujours que les entreprises ouvertes en 2019 ou en janvier-février 2020. Nous sommes les oubliés. Alors que la pandémie progresse, Madame la ministre, nous voyons nos rêves se transformer en cendres. Notre espoir s'évanouit, nous ne voyons que des jours sombres devant nous. Nous payons un loyer, nous avons investi 250 000 $ de nos économies et 1 million en prêts. La faillite est imminente pour des entreprises comme la nôtre. Une aide est-elle en route pour nous ou devrions-nous simplement verrouiller nos portes, déclarer faillite personnelle et ne plus jamais oser réaliser nos rêves? Nous aimerions avoir une réponse de votre part. Si vous décidez qu'il n'y a pas d'aide pour nous, au moins nous le saurons et nous retournerons à ce misérable quotidien. Les vacances de Noël approchent et c'est généralement un moment de fête, mais cette fois, pour nous, c'est un deuil. Nous avons besoin d'aide, mieux vaut tard que jamais. Notre siège social vous a envoyé plusieurs courriels ainsi qu'au député libéral de Brossard. Nous attendons de vos nouvelles. Faites-nous savoir si vous prévoyez nous aider ou si vous comptez simplement nous oublier. Merci, Véronique, Dominique et moi-même, et c'est signé Joanie Raymond. Nos entrepreneurs, nos jeunes entrepreneurs, Monsieur le Président, ont besoin d'aide. Un autre des correctifs qui aurait dû être apporté par le gouvernement touche les retraits minimums effectués par nos aînés dans leur fonds enregistré de revenus de retraite, leur FER, en 2020. On se souviendra qu'au printemps dernier, dis-je, le gouvernement a réduit le montant minimal qui devait être retiré par les retraités. Or, entre-temps, certains d'entre eux avaient déjà retiré de leur FER la totalité de l'ancien montant minimal obligatoire. Ils souhaitaient donc pouvoir réinjecter dans leur FER la différence, ce qui leur a été refusé par le gouvernement fédéral. Le problème, c'est que ces retraités s'étant acquittés promptement de leurs obligations, se voient financièrement désavantagés par la modification apportée par le gouvernement en cours d'année fiscale. Non seulement devront-ils payer des impôts sur le montant excédentaire qu'ils ont retiré conformément aux dispositions auparavant prévues par la loi, mais ce montant excédentaire retiré ne pourra continuer à fluctuer, dans leur FER. Nous n'avons cessé de plaider en faveur de mesures visant à soutenir financièrement nos aînés, particulièrement touchés à plusieurs égards par l'actuelle crise sanitaire. Or, dans ce cas précis, c'est le gouvernement fédéral lui-même qui, en plus de s'être montré peu généreux jusqu'ici envers les aînés, pénalise certains d'entre eux qui se sont montrés plus empressés à se conformer à leurs obligations légales et en a donc fait les victimes d'une iniquité flagrante. Pire encore, l'ensemble des prestataires de FER se voient pénalisés d'une certaine façon par cette mesure qui a pour effet de réduire l'exemption fiscale dont ils peuvent bénéficier. Mon collègue de Joliette et porte-parole du Bloc québécois en matière de finances est intervenu à plusieurs reprises auprès de la ministre et de son équipe pour que le gouvernement corrige enfin cette mesure, mais il s'est finalement vu servir une réponse sibylline, froide et insensible selon laquelle, avant l'annonce du printemps, dis-je, les aînés ayant retiré le minimum de leur FER avant l'annonce du printemps dernier n'auraient pas fait face à la volatilité des marchés liée à la crise sanitaire et que le retrait aurait été proportionnel à leurs actifs de l'époque. Que peut-on comprendre d'une réponse pareille? Bref, tout le contraire de l'empathie à laquelle on serait en droit de s'attendre de la part du gouvernement envers ceux à qui nous devons cette prospérité, lui ayant permis de se monter prodigue à l'endroit d'à peu près tout le monde, sauf eux. Mais peut-être n'est-il pas trop tard pour que le gouvernement entende enfin raison et corrige ce qui doit l'être. Je vous remercie, Madame la Présidente.